téléspectateurs, bienvenue à notre émission Le Studio. Aujourd'hui, moi, Alexandra Langlois, je suis accompagnée de Maggie Dubé-Laroche, une journaliste italienne. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Je suis aussi accompagnée de Mathieu Lalonde, un reporter spécialisé en affaires de la mafia de Montréal. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec la rubrique de Maggie. Comme je l'ai dit, c'est une journaliste italienne. Elle nous vient tout droit de l'Italie et elle va nous parler d'un sujet assez dur sur la conscience. Maggie? Oui, en effet, le 19 avril dernier, au bord des côtes italiennes, il y a eu un important naufrage. Un chalutier contenant plus de 850 migrants clandestins a coulé. Parmi ceux-ci, il y avait des Somaliens, des Syriens et des Érythréens. On peut donc comprendre que ceux-ci s'échappaient de leur pays pour diverses raisons. Donc, comme tout le monde le sait, en Érythrée, le pays est comme une prison. Donc, la torture, l'emprisonnement non justifié est quelque chose de vraiment habituel. De plus, il y a une grande guerre qui fait rage en Syrie, ainsi qu'une guerre civile en Somalie. Donc, au cumulatif, ce naufrage a fait 24 morts, 800 disparus considérés comme morts et 28 survivants qui ont été recueillis sur les berges en Sicile, en Italie. Donc, parmi les survivants, il y avait 2 coupables, soit les 2 passeurs de cette immigration clandestine, Mohamed Bikit et Mohamed Ali Malek. Ceux-ci sont accusés d'homicides multiples involontaires et de favorisation à l'immigration clandestine. Et ils sont aussitôt arrêtés et incarcérés à Catane en attendant leur procès. Donc, on peut comprendre que la cruauté de ce naufrage a fait une grande affaire parce que les enfants et les femmes étaient enfermés dans la cale lors du naufrage. Donc, maintenant, cette affaire est reconnue comme les plus tragiques en Méditerranée et est maintenant sous les ordres italiennes. Mais l'histoire, ça finit pas là. En fait, c'est pas le premier naufrage qui est arrivé. Donc, l'Union européenne a enfin décidé de tenir une rencontre afin de remédier à cette situation urgente, de quoi en résultera un plan de 10 points avec lequel ils tenteront de doubler les missions de surveillance dans les eaux. Donc, en effet, depuis le début de l'année, il y a eu plus de 1750 migrants, hommes, femmes, enfants, qui ont péri en mer, dont seulement 450 la semaine dernière. En plus du nombre de décès dans la migration clandestine, il y a aussi beaucoup de problèmes reliés à l'afflux des migrants. Donc, la Commission européenne a appelé les États de l'Union à trouver une solution très rapide posée par cet afflux de migrants, y compris le partage de ressources hospitalières. Mais bien sûr, l'efficacité de ce plan est vraiment questionnée. Mais on peut s'assurer que ce plan va être vraiment exécuté. Déjà, il y a eu 1002 passeurs considérés sans pitié ont été accusés et jugés jusqu'à présent. Mais on sait tous que malgré leurs efforts, ils ont beau fermer une route des clandestins, il y a toujours une autre qui va s'ouvrir ailleurs. C'est un sujet qui est quand même difficile de se positionner, considérant que tu fuis pour avoir une meilleure vie. Mais quand même, t'en trouves une moins bonne en mourant dans le naufrage. Fait que c'est un sujet lourd de conséquences. Merci Maggie pour ces informations vraiment intéressantes. Ça fait plaisir. Après la pause, Mathieu Lalonde nous parlera de sa rubrique dans 20 secondes. De retour en studio. Merci Mathieu. Maintenant, c'est à ton tour de nous parler d'un sujet qui semble pas nous toucher directement, mais on va voir après que tu nous aies dit tout ce que tu sais, que ça nous touche quand même beaucoup plus qu'on pense. Ouais, évidemment. Je vais vous parler de la mafia. De la mafia à Montréal et aussi de la mafia dans le monde. Donc, c'est un sujet que peu de monde connaissent vraiment bien. Mais j'ai passé près de 6 mois à étudier ce sujet-là. Et j'en suis venu aux conclusions que c'est vraiment quelque chose qui nous touche directement et indirectement en même temps. Car la mafia agit vraiment afin de pouvoir nous jouer dans le dos et nous voler discrètement. Je vais m'expliquer. L'argent qu'ils vont avoir en l'obtenant illégalement, soit par le commerce de la drogue, le commerce, que ce soit en utilisant des casinos illégalement ou la prostitution ainsi que l'extorsion qui vont prendre une taxe qu'ils vont prendre aux restaurateurs. Donc cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont la mettre dans l'économie légale en l'injectant à l'aide de commerces qu'ils vont avoir, comme ça des restaurants, des casinos ou peu importe. Donc là, ils vont prendre cet argent-là, ils vont l'injecter dans l'économie afin de pouvoir la blanchir et
après ça, l'envoyer dans des comptes offshore, comme on l'appelle. Ouais, c'est ça, offshore. Donc là, ces comptes-là, qu'est-ce qui arrive avec ces comptes-là? C'est que, en gros, on peut pas toucher à cet argent-là puisque c'est des comptes des pays qu'on n'a pas d'alliance économique, comme par exemple dans les Bahamas ou en Suisse. Donc cet argent-là est protégé par eux. Ce qui fait qu'ils peuvent nous voler autant d'argent qu'on veut, mais on peut pas y toucher. C'est donc vraiment un problème qui est majeur. Même si on pense que la mafia est pas très présente dans nos sociétés puisqu'elle fait pas elle tue pas du monde à répétition dans certains moments ou quelque chose, ou qu'elle ne fait pas des vols de banque, elle est vraiment très présente même à ça. Voilà. Merci, Mathieu. C'était vraiment pertinent ce que tu nous as dit parce qu'il y a peu de monde qui sont renseignés là-dessus, puis c'est pas tout le temps qu'on en parle dans les médias, puis qu'on est renseigné aussi bien que toi, tu as trouvé tes informations. Donc, merci pour ça, Mathieu. De rien. Après la pause, ça sera à mon tour de vous parler d'un sujet qui me révolte et qui me tord le cœur un petit peu. Je vous dis ça dans 20 secondes après la pause. De retour en studio. Merci de rester là, chers téléspectateurs. Le sujet duquel je vais vous parler est vraiment important pour moi parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, nous et l'avenir de notre société. C'est les coupures budgétaires sur le domaine de l'éducation. Au début, je faisais mes recherches, puis tout ce que j'ai trouvé, c'est des sites gouvernementaux qui nous parlaient d'à quel point, waouh, c'est tellement génial d'avoir une augmentation de 0,2% de budget. Ce que vous savez pas, puis ce qu'ils expliquent pas, c'est qu'on a besoin d'une augmentation de 3% à chaque année pour les augmentations de salaire, pour avoir plus de matériel, du nouveau matériel, pour avoir remplacé la nouvelle technologie. Donc, cette belle augmentation de 2%, de 0,2% en fait, est une coupure de 2,8% que personne ne sait. Après ça, j'ai fait mes recherches sur le site de la Fédération autonome des enseignants, ce site-là parlait vraiment des effets que ça a sur les enseignants, sur leur vie et qu'est-ce qu'ils pensaient et les réelles intentions que le gouvernement a. Tout d'abord, il veut accorder une augmentation de 3% sur 5 ans sur le salaire des enseignants. Le coût de la vie va augmenter le coût de la vie augmente chaque année, mais le salaire des enseignants ne monte pas en conséquence. Donc, ils vont se ramasser qu'il va y avoir un gros trou entre qu'est-ce que la vie coûte réellement et qu'est-ce qu'ils ont comme salaire, considérant que 3%, c'est vraiment minime. Et on sait tous, on le voit, on le remarque que dans les épiceries, ça coûte plus cher, que les vêtements coûtent plus cher, que les soins coûtent plus cher. Donc, ça, c'est un des points sur lesquels les enseignants veulent vraiment se battre. Et ensuite, il y a aussi l'augmentation des heures de présence à l'école, qui est présentement de 32 heures. Ils veulent l'augmenter à 35 heures, sans augmentation de salaire. Ça, c'est carrément une diminution de salaire, parce que pour plus d'heures passées à l'école, ils n'auront pas plus de budget ni de salaire. Ils vont travailler encore plus fort. Puis on sait déjà que les enseignants, ils ne peuvent pas juste travailler à l'école. Ils doivent faire de la correction. Ils doivent aussi planifier leurs cours. Puis les élèves, ils leur restent dans la tête pendant toute la journée. C'est pas la nuit quand il y a des choses moins bonnes qui se passent. C'est un travail plus qu'à temps plein. C'est un travail qui se fait dans sa vie, de toute une vie. Donc, c'est vraiment important de respecter les enseignants puis de leur accorder qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire leur tâche mieux. Puis d'encourager surtout les jeunes qui veulent s'en aller dans l'enseignement puis pas leur montrer leur offrir une condition de vie misérable parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent puis la vie va coûter plus cher dans ce temps-là. L'éducation, c'est vraiment la clé pour notre société. Si notre enseignement, notre éducation est mauvaise, on n'a pas le choix d'augmenter dans la santé parce qu'il y a plein de notions qui ne sont pas bien apprises, qui n'ont pas le temps d'apprendre, qu'il faut absolument passer par-dessus. C'est pour cette raison que c'est un sujet qui nous touche vraiment.
même si on n'est pas à l'école, parce que la relève, elle s'en vient, elle a besoin de l'enseignement, puis il faut pas que ça reste comme ça dans ces conditions-là. Donc, merci. Merci, Alex. Merci, Alex. Ça me fait plaisir. C'est un sujet, comme je l'ai dit, qui nous touche tous. Merci, vous deux, de m'avoir accompagné pour cette belle émission. Ça me fait plaisir. Merci à toi. De rien de vous avoir invité. Notre émission est malheureusement finie pour aujourd'hui. On se rejoint pour une prochaine émission de Le Studio.